c'est parti pour la vidéo de Za qui va vraisemblablement parler du Seigneur des Anneaux vu la miniature. Enfin, je vois pas d'autre explication. En plus, sérieusement, ça va pas être conscience, je crois, donc on aura des trucs à dire. Attendez. Ah! Cette vidéo parle de trauma, d'autosurveillance, de culpabilité, de honte, de surveillance systémique et de souffrance psychique intense, vous êtes prévenus. Ah! Précision. Za est une personne non binaire, donc ça se genre au neutre, tout le monde. Ensuite, pas de remarques sur le physique, pas de remarques sur comment est-ce qu'il y a les fringués, pas de remarques sur le make-up, évitez toute remarque désobligeante sur les tics de langage ou sur des tics un peu autistiques, s'il vous plaît. Merci. Attendez, j'ai oublié de lire la suite. Le traitement de ces sujets y est non spécifique et donc peut se rapporter au vécu d'un grand nombre de personnes. Il est possible que l'ambiance singulièrement lugubre de celle-ci vous touche, qui que vous soyez. Bon visionnage. Et ça tombe bien, on était vraiment dans le... On n'était pas du tout en train de doumer avant, trop cool. Il n'y a besoin de nous punir qu'une fois. Pour nous faire obéir, nous faire consentir ou nous faire croire qu'on peut consentir, ce que Foucault nous apprend, c'est que le fouet, la matraque, la geôle, la chaîne, le boulet, ce sont au mieux des divertissements superflus d'un pouvoir qui veut nous impressionner, ou au pire les attributs d'un brutalisme idiot qui enseigne aux opprimés la violence dont il mourra à son tour. Le perfectionnement de l'art de frapper avec des armes réelles est le plus souvent une entreprise tragiquement ironique. Plus la frappe est cruelle et sadique sur les corps, plus elle grave la révolte dans les mémoires. Un pouvoir qui veut durer ne doit pas se contenter d'éduquer les esprits à obéir, il doit éduquer la peur. Il n'a pas besoin qu'on comprenne, il suffit qu'on réagisse. Que le corps se souvienne avant même que la tête raisonne, que la résistance sorte du domaine du pensable, pour que ce domaine ne soit plus habité que par le réflexe de l'obéissance. Eh ben ça commence fort. Ouf. Évidemment, ce pouvoir, comme tout pouvoir, doit inscrire ses lois dans la mémoire de celles et de ceux dont il veut manipuler le consentement. Merci pour le sub Tipeee. Il appelle ça éducation, et il décline l'éducation en science, la science de parler la langue de la mémoire. Et cette science, quand elle est bien aboutie, lui enseigne tout de suite qu'il y a deux types de mémoire à travailler. Il y a la mémoire déclarative et il y a la mémoire traumatique. La première, la déclarative, s'appuie sur une zone du cerveau qui s'appelle l'hippocampe. C'est une mémoire qui fonctionne sur le mode narratif, elle organise ce qu'elle archive en Oui, j'ai rien compris. Je crois que la take, c'est d'expliquer qu'en fait, genre, quand tu punis quelqu'un, il faut trouver des punitions suffisamment douces pour pas qu'il se révolte, tout en maintenant la personne dans un état de soumission, j'ai l'impression. récit, se reconstruit et se renouvelle en permanence, négocie avec le réel, rend intelligible le passé pour comprendre le présent. C'est elle qui nous permet de penser de manière plus ou moins critique ce qu'on a vécu. Les savoirs d'aujourd'hui permettent de relire les événements d'hier, et les événements d'hier permettent d'expliquer les contingences d'aujourd'hui. Donc, la mémoire déclarative, si je dis pas de bêtises, concrètement, ça signifie... C'est la mémoire consciente. C'est le truc de... c'est notre mémoire, genre quand tu réfléchis à ce dont tu te souviens, c'est ça, genre. Le second type de mémoire, la mémoire traumatique, contourne tous ces mécanismes. Elle n'est pas narrative, elle est somatique, nerveuse. Elle ne raconte pas, elle déclenche. Elle s'inscrit dans le corps, dans l'amygdale et dans les réflexes de fuite ou de soumission. Elle ne construit pas comme la mémoire déclarative un récit qui commence au point A et puis qui aboutit jusqu'au point B, parce que pour elle, tout se raconte au présent. On n'a jamais vécu un traumatisme, on vit le traumatisme. Le passé habite le présent reste tourné vers le passé, et les projections qu'on tente de faire, les plans pour le futur qu'on essaye de dessiner, s'écrivent avec les contraintes de deux temporalités qui se mélangent de façon incohérente. Ouais, attendez. Commence au point A et puis qui aboutit jusqu'au point B, parce que ou de soumission. Elle ne construit pas comme la mémoire déclarative un récit qui commence au point A et puis qui aboutit jusqu'au point B, parce que... D'accord, donc la mémoire déclarative, donc la mémoire consciente, c'est une mémoire où tu crées un narratif, tu crées un récit pour que ça ait de la cohérence. Là où la mémoire traumatique, ça n'a pas ça. Pour elle, tout se raconte au présent. On n'a jamais vécu un traumatisme, on vit le traumatisme. Le passé habite le présent reste tourné vers le passé, et les projections qu'on tente de faire, les plans pour le futur qu'on essaye de dessiner, s'écrivent avec les... Oui, voilà, donc en fait, dans ta mémoire normale, tu peux te dire « j'ai vécu tel événement à tel moment » et tu t'en souviens très bien, alors que ton traumatisme, c'est quelque chose que tu vas vivre de façon plus régulière et qui va t'habiter en tant que tel. contraintes de deux Genre, c'est beaucoup moins dans le passé que la mémoire consciente. temporalités qui se mélangent de façon incohérente. Là où la mémoire déclarative garde une trace que le cortex préfrontal peut analyser et dont il peut se servir pour réussir à analyser le monde qui l'entoure, la mémoire traumatique, elle court-circuite justement les chemins du cortex préfrontal et les acquis intellectuels. Elle prend la main avant que la pensée ne s'active. C'est pour ça qu'une personne peut avoir tout lu, tout compris, tout déconstruit, politisé son vécu, réécrit l'ensemble de son récit, y compris chacune des structures qui a produit les violences qu'elle a subies, et pourtant continuer à obéir à ces mêmes structures.
parfois sans le savoir et le plus souvent sans comprendre pourquoi. Une femme peut avoir une analyse féministe du monde et sentir malgré elle son corps se taire, se contracter, s'excuser, sourire, minimiser, arrondir les angles, détourner le regard, chercher à rassurer, rire pour apaiser, offrir son attention, son temps, parfois même son corps, comme on offre une preuve de bonne foi ou comme un sauf. Ou juste être incapable de dire non. Genre ça fait des années, je le sais, tu vois. Avant même ma transition, que genre, y a un PB dans la société sur les femmes pour dire non. Je le sais. Je suis formé sur ces sujets-là. J'ai ma sociabilisation primaire qui devrait pouvoir m'aider avec ça, tu vois. Genre, tout est là, en fait, politiquement, pour que je comprenne et que je sache à quel moment je suis censé dire non. Mais pourtant, genre, enfin, ça reste incroyablement dur. Parce qu'en fait, le non, il suffit pas une première fois, faut le répéter. Ou parce qu'en fait, ça va être ainsi, et parce que, etc., etc., etc. Et du coup, genre, t'auras beau avoir la meilleure formation que tu veux, genre, être hyper au poil par rapport à ça, être ce que tu veux, tu vois. C'est toujours dur de dire non. Pas parce que c'est dur, genre, pour toi, déjà, ça l'est, hein. Genre, ça l'est. Déjà, premièrement, ça l'est. C'est dur pour toi. Parce qu'il y a tout un tas de pression. Mais c'est aussi dur parce que les gens l'écoutent pas. Et du coup, tu finis par un peu ben, partir du principe que... Et du coup, tu t'arrêtes de dire non aussi à cause de ça, quoi. Conduit pour permettre à la relation de mener vers autre chose, et histoire de voir si après, il y aura éventuellement quelque chose de plus validant à tirer du regard de l'autre. On la vit et on la voit le plus souvent comme une morale à géométrie variable, permettant de trier pour les autres le juste et l'injuste, le bien et le mal, le cruel et le bon, mais refusant tout discernement pour ce qui nous concerne nous. C'est simplement que c'est autre chose que la mémoire conceptuelle ou la mémoire narrative. C'est une empreinte laissée par la peur. Une mémoire du danger inscrite dans le corps, parce qu'à un moment, il y a eu un choc, un cri, une menace, un regard qui a fait comprendre qu'il valait mieux se taire. Un refus mal reçu, un contact non consenti, une porte qui s'est fermée à clé derrière nous, une limite qui n'a pas été écoutée ou qui n'a pas été respectée, un besoin qui n'a pas eu la place de s'exprimer, une phrase qui a retourné la faute et donc a attaché ensemble résistance et culpabilité. Chaque fois que ça arrive, le corps apprend la leçon. Survivre d'abord et penser ensuite. Alors la peur a donné naissance à la méthode, au réflexe, à la prudence. Jamais de façon complètement consciente, mais parce que anticiper que nous serons punis pour ne pas avoir subi est devenu un réflexe. Le cortex préfrontal peut formuler la révolte, mais Désolé, je vais répéter pas mal de fois la vidéo, elle est vraiment très dense. une limite qui n'a pas été écoutée ou qui n'a pas été respectée, un besoin qui n'a pas eu la place de s'exprimer, une phrase qui a retourné la faute et donc a attaché ensemble résistance et culpabilité. Chaque fois que ça arrive, le corps apprend la leçon. Survivre d'abord et penser ensuite. Alors la peur a donné naissance à la méthode, au réflexe, à la prudence. Jamais D'accord, donc en gros, genre, il y a ton traumatisme en tant que tel. Et ensuite, il y a ce que tu vas mettre en place par rapport à ton traumatisme. de façon complètement consciente, mais parce que anticiper que nous serons punis pour ne pas avoir subi est devenu un réflexe. Le cortex préfrontal peut formuler la révolte, mais l'amygdale ne se souvient que du danger. Tant qu'elle reste hyper vigilante au danger, soumise à la peur, c'est elle qui décide quand on parle, quand on se tait et quand on s'excuse d'exister. Foucault l'aurait formulé autrement, mais c'est le même mécanisme que celui que je décris. Celui d'un pouvoir qui cesse d'avoir besoin de contraindre parce qu'il a réussi à s'inscrire dans la manière même dont on se régule. Un pouvoir qui ne s'impose plus de l'extérieur, Ça me fait penser à l'aliénation. mais qui circule dans les gestes et dans les silences. Foucault est malheureusement sans aucun doute l'auteur le plus important pour comprendre comment la mémoire traumatique en tant que technologie politique fait passer la punition de l'extérieur vers l'intérieur et rend la morale automatique. À cette mécanique du pouvoir qui s'inscrit dans les corps, on associe souvent un concept, la panoptique. Le mot vient du grec pan, qui veut dire tout, et optikon, qui veut dire ce qui regarde. Donc c'est l'œil partout. C'est l'idée qu'il suffit qu'un regard puisse exister pour que la peur fasse le reste. À l'origine, c'est Jeremy Bentham, un juriste anglais de la fin du XVIIIe siècle, qui imagine une architecture T'avais pas son nom sur Google Images. fondée sur ce Il a été momifié. principe. Un espace où un seul homme, placé au centre, peut voir sans être vu. Une prison à l'intérieur de laquelle on peut être dans la cour, dans sa cellule, dans son lit, et toujours être observable d'une seule place. Et donc un espace où l'anticipation de la punition devient une réalité de chaque instant. Le principe de l'enfermement est réduit à ne devenir qu'un accessoire de la prison. Le simple fait qu'on puisse être observé suffit à nous faire obéir. Michel Foucault reprend ce modèle pour penser une forme de Littéralement le projet d'Elon Musk avec son Palantir. pouvoir plus insidieuse, plus efficace, celle où la surveillance n'a plus besoin d'être exercée pour fonctionner. Le regard réel devient secondaire, c'est sa possibilité qui compte. Chez Bentham, la possibilité est concrète, matérielle. Foucault, lui, ce qu'il ajoute, c'est qu'elle n'a même pas besoin de l'être. Quand on a appris à agir comme si on était observé,
on agit comme si on était observé. La panoptique Ok. Donc en fait, genre, il y a vraiment ce truc de quand t'es surveillé, quand on est au-dessus de toi pour regarder ce que tu fais, tu te comportes d'une certaine façon, et cette façon-là, elle va s'ancrer en toi, et ça va laisser une trace en toi qui fait que ce comportement, tu vas le reproduire. n'est plus une architecture, elle devient une structure du comportement. Et quand la mémoire traumatique s'en mêle, ce schéma cesse d'être social et il devient biologique. L'œil central se loge dans le système nerveux. L'amygdale prend le relais du gardien, le corps reste en alerte, même dans le silence. Le pouvoir n'a plus besoin de surveiller, il est devenu réflexe. Chaque prisonnier se surveille lui-même et devient geôlier, bourreau et victime tout à la fois. Ce que Bentham avait conçu comme quelque chose de matériel, de concret, de fait en béton, la société l'a transformé en méthode d'éducation. Et puis le trauma l'a réduit en une empreinte physiologique. L'amygdale fait le travail du gardien, elle signale le danger même quand il n'y en a plus. Et ça, je trouve que c'est hyper vrai aussi dans la façon dont tu peux vivre certains trucs qu'on t'a pas mal martelé dans le crâne, tu vois. Genre, par exemple, la transphobie intériorisée. C'est vraiment un truc, tu vois, genre, toi, tu serais jamais transphobe avec quelqu'un d'autre aussi fort qu'avec toi-même. Genre, c'est pas la même façon de réfléchir. Il y a une espèce de truc bizarre qui fait que si c'était une de tes potes, tu te permettrais jamais de dire des dingueries pareilles à ton propre sujet, tu vois. Genre, vraiment jamais. Le pouvoir n'a plus besoin d'être exercé, Parce que dans un cas, il y a un truc plus conscient que dans l'autre. il est entretenu par la mémoire de sa possibilité. On entre dans une nouvelle forme du pouvoir, beaucoup plus avancée, beaucoup plus précise que celle qu'on se figure. Et il suffit que les conditions de son existence se mettent en place pour qu'il agisse seul, sans avoir besoin d'être incarné ou dirigé par des personnes conscientes. Les mécanismes les plus efficaces finissent par faire système et prend naissance de lui-même un pouvoir qui, entre le trauma et le fouet, choisit le trauma, qui, entre le trauma et la chaîne, choisit le trauma, qui, entre le trauma et la matraque, choisit le trauma. Parce que le trauma est le seul qui, entre surveiller et Même pour le handicap, ah ouais, complètement. punir, ne choisit pas. Et c'est Genre, enfin, moi, je vis pas très bien mon autisme et mon TDAH, et je passe ma vie à être tellement validiste avec moi-même, c'est une folie. pour ça qu'il n'y a besoin de nous punir qu'une fois. Parce qu'une fois que le panoptique est installé à l'intérieur, le reste se fait tout seul. Le gardien, le flic, le bourreau, le prof, le parent, le conjoint n'ont plus besoin d'être ostensiblement violents pour violenter. On nous fait éprouver une fois la morsure et puis on en internalise la menace. À partir de là, le contrôle devient automatique. Le panoptique n'est pas une tour, c'est une habitude nerveuse. La gouvernementalité commence Ça, quand l'œil c'est dur à comprendre sa mère. extérieur n'a plus besoin d'être là pour que nous agissions comme s'il l'était. La discipline n'a pas pour but de multiplier les supplices, elle vise l'installation d'un gardien intérieur permanent qui rationalise la peur et l'appelle vertu. Et nous, on accepte de subir des choses abominables pour ne pas déranger. La psychologie J'ai déjà entendu des auteurs parler de ce truc-là très précisément par rapport au racisme, par contre. Ça me dit vraiment quelque chose. Genre, mais je suis pas la meilleure, mieux placée pour en parler. éthique, de par les très grandes exigences de son épistémologie matérialiste, prolonge ce geste foucaldien en J'ai besoin de te frapper car la peur de te frapper suffit à te soumettre. Ouais, complètement. Ou même, genre, par exemple, tu vois, prenons des cas typiques au sein des familles. Genre, les darons, souvent, si jamais tu leur fais le moindre reproche, ou si jamais tu émets la moindre négativité par rapport à eux, ils vont péter un câble. Genre, ils vont vraiment, genre, remettre en place l'autorité parentale parce que c'est pas à toi de faire des remarques, c'est à lui, tu vois. Genre, il va t'humilier devant tout le monde. Et du coup, tu finis par plus rien dire. Parce qu'il vaut mieux, genre, encaisser. Parce que t'as pas envie de te prendre, genre, à chaque fois, une bête de shitstorm. Et en fait, ça, c'est une méthode, typiquement. Et c'est aussi vrai dans les relations d'emprise. Genre, si jamais ton mec, c'est un violent, tu vois, et que, genre, il t'a frappé, bah, parfois, ça peut suffire à, du coup, ce que tu fasses plus la raison pour laquelle il t'a frappé. Sauf que parfois, du coup, il va te frapper sur autre chose, tu vois, progressivement. Et à la fin, il reste plus rien de toi. rappelant que ce gardien n'est pas né dans le Oui, j'ai vide. dit Il est père, mais produit par il y a des plein de foyers. contextes Ah, il y a plein de foyers où c'est les mères hein, qui font ça. matériels et politiques où la vulnérabilité est distribuée de façon inégale. Le trauma n'est pas une essence intime, c'est un effet historique. Il résulte d'événements concrets, de rapports de force, d'exclusion, de pauvreté et de violence qui laissent des traces durables dans les corps et dans les attentes. Il n'y a pas de culpabilité pure. Il y a des dispositifs qui transforment la blessure en réflexe d'autosurveillance et qui la naturalisent au point de la rendre méconnaissable. On Ok, donc si je comprends bien, en gros, je suis intérieurement transphobe avec moi-même parce que des gens l'ont été à mon sujet, que ça m'a fait souffrir et que donc par réflexe, j'essaye de faire en sorte que les gens ne puissent pas l'être
Ce qui provoque en fait derrière un truc transphobe chez moi parce que du coup je me crée des attentes et un besoin, si je comprends bien. On finit par appeler responsabilité ce qui relève en réalité d'un dressage. Et on finit par appeler conscience ce qui relève d'un pouvoir qui a fait intrusion à l'intérieur de nous. Ça a sans doute l'air de dire sensiblement la même chose, mais d'un point de vue clinique, ça change tout. Si la punition s'intériorise, alors il ne suffit pas d'aider quelqu'un à mieux gérer sa culpabilité. Il faut prendre au sérieux la manière dont cette culpabilité a été fabriquée et par qui. On ne soigne pas une mémoire traumatique en exigeant plus d'autocontrôle. On l'aborde en démantelant les conditions qui l'ont rendu nécessaire à la survie. Là où la morale dit « tu dois », une approche matérialiste demande « qui parle en toi ? D'où vient la voix ? Et à quoi est-ce qu'elle sert socialement ?» Ce déplacement C'est super intéressant. Ok, d'accord. Moi, je comprends qu'il y a des gens qui ont un peu décroché parce que c'est une vidéo compliquée. Mais alors ça, on va passer un peu de temps dessus, attendez. on l'aborde en démantelant les conditions qui l'ont rendu une culpabilité a été mieux gérer sa culpabilité. Il faut prendre au sérieux la manière dont cette culpabilité a été fabriquée et par qui. On ne soigne pas une mémoire traumatique en exigeant plus d'autocontrôle. On l'aborde en démantelant les conditions qui l'ont rendu nécessaire à la survie. En gros, c'est pour vous dire, genre, votre mémoire traumatique et vos traumatismes, vous pouvez peut-être essayer de le résoudre vous-même, mais ça ne sera pas par de la culpabilité et en comprenant ce que vous avez fait de mal dans vous-même, de vous, votre petite personne, mais que c'est quelque chose qu'on vous a imposé en fait. Que ces valeurs, elles ne sortent pas de nulle part et que parfois elles sont en décalage en fait avec votre expérience et que c'est ça qui crée aussi le traumatisme, si je capte. Là où la morale dit tu dois, une approche matérialiste demande qui parle en toi, d'où vient la voix et à quoi est-ce qu'elle sert socialement. Et ça, c'est super important parce que la plupart des traumatismes, pas tous Christine, la plupart des traumatismes, en fait, servent un intérêt. Tu vois ce que je veux dire? Genre, par exemple, le traumatisme de se faire agresser sexuellement par un mec, désolé, je suis un peu en boucle sur ça, c'est un truc qui va aussi permettre aux hommes de continuer à agresser des meufs parce que du coup, le traumatisme, le temps de le gérer, tu peux pas forcément, genre, gérer la situation parce que déjà toi-même t'es dans ton truc de traumatisme et t'es en train de te demander qu'est-ce que toi t'as fait de mal, qu'est-ce que toi, genre... Parce qu'en fait, quand vous vous faites agresser sexuellement, il y a beaucoup de culpabilité, les gens. Je pense que la société nous martèle en permanence que les femmes se font agresser un peu de leur faute, parce qu'elles auraient pu mieux s'habiller ou parce qu'elles auraient dû faire plus attention, concrètement. Du coup, tu l'intériorises beaucoup, ce truc-là. Désolé, je me perds, il est tard. Déplacement Oui, et du coup, comprendre l'intérêt que ça a, ce truc-là, bah, c'est que ça a un intérêt social, évidemment, pour que les mecs derrière ils continuent. n'excuse rien, il situe. Il permet de voir que la honte et la peur ne sont pas des erreurs individuelles, mais des outils d'ordre. Dans l'Ancien Testament et dans le Coran, Caïn ou Écharpe! Abel tue par jalousie son frère Abel. Abel et Caïn sont les fils d'Adam et Ève. Ça arrive. Abel avait offert à Dieu les premiers-nés de son troupeau et Caïn lui avait offert des fruits. Dieu a reconnu la générosité et la sincérité du don d'Abel, mais pas celle du don de Caïn. Et donc vous comprenez bien que c'est cette injustice, cette inégalité qui fait la jalousie de Caïn et qui motive la punition que Dieu va lui infliger. Il ne pourra plus cultiver les fruits de la terre, c'est-à-dire faire son métier. Et comme c'est Dieu qui fait la justice et pas les hommes, il place sur lui ce qu'on appelle le signe, qui interdit aux autres humains de Berserk? tuer Caïn et donc de venger Abel, le premier assassiné de l'histoire de l'humanité. Pour Victor Hugo, le calvaire de Caïn ne s'arrête pas là. Au contraire, il commence même un petit peu plus tard. Le calvaire, il se situe dans la suite de son périple. On voit l'humain lorsque Dieu le renie puis l'abandonne. Politiser, pour moi, c'est une théorie, ça permet de canaliser ma haine envers la personne qui m'a blessé. Il y a un peu de ça, tu vois. Genre, mais la vérité, c'est que moi, par exemple, politiser, ça a diminué la haine que je ressentais pour la personne qui m'a agressé aussi. Sans forcément, genre, enlever derrière plein d'autres sentiments que je pouvais avoir, tu vois, et que je touche. Mais ça m'a fait descendre un peu. Inventer la morale. La culpabilité de Caïn, son fameux signe, ce n'est plus de l'ordre de la punition divine, c'est devenu autre chose. Pour Victor Hugo, à l'intérieur de sa philosophie de l'histoire, ce mouvement, il est essentiel. C'est le moment où, pour la première fois de l'histoire, on sort de la religion et on arrive dans la morale. Pour moi, il y a une autre lecture qu'on peut superposer à celle-là, une lecture plus contemporaine, plus en phase avec Foucault, justement. On sort de la religion, mais on entre aussi dans la discipline. C'est la naissance non pas seulement du meurtre,
mais du panoptique. Le trauma moral que subit Caïn devient le modèle même de la société moderne. Un monde où chacun et chacune porte en soi son propre gardien, en remplacement de Dieu. Ce que porte en lui Caïn d'exceptionnellement immoral marque le moment où le pouvoir cesse de punir les corps pour s'installer dans les esprits. Le Dieu cruel de la Genèse devient un Dieu internalisé, indélogeable, produit par un trauma et reproduit par la mémoire. Alors avec Hugo, on n'est pas encore littéralement dans Foucault et la Écharpe serait en colère. Mais je crois que je vois ce qu'il veut dire. gouvernementalité, mais Victor Hugo, dans La Légende des siècles, il comprend avant beaucoup de monde quelque chose de très fort qu'on retrouvera dans cette pensée. Il raconte les événements de l'Ancien Testament, du Nouveau, du Coran, etc. Bon, c'est quand même un livre assez dense, mais il ne raconte pas le meurtre d'Abel. Il raconte ce qui se En gros, on a les voisins vigilants dans notre tête. Ouais, c'est ça. passe juste après la punition. Au moment où justement, Dieu arrête d'être un personnage de la vie de Caïn. C'est ce moment-là qui intéresse Foucault, et c'est dans ses réflexions sur la justice, précisément aussi ce moment qui intéresse Hugo. Alors il dit, lorsqu'avec ses enfants vêtus de peau de bête, échevelés, livides au milieu des tempêtes, Caïn se fut enfui de devant Jéhovah, comme le soir tombait, l'homme sombre arriva au bas d'une montagne, en une grande plaine. Sa femme fatiguée et ses fils hors d'haleine lui dirent « Couchons-nous sur la terre et dormons ». Caïn, ne dormant pas, songeait au pied des monts. Ayant levé la tête au fond des cieux funèbres, il vit un œil, tout grand dans les ténèbres, et qui le regardait, dans l'ombre fixement. « Je suis trop près, dit-il avec un tremblement. » Il réveilla ses fils dormants, sa femme lasse, et se remit à fuir, sinistre dans l'espace. J'ai pipé des femmes lasses, moi, perso. Il marcha 30 jours, il marcha 30 nuits, il allait, muet, pâle et frémissant au bruit, furtif, sans regarder derrière lui, sans trêve, sans repos, sans sommeil, il atteignit la grève des mers dans le pays qui fut depuis Assur. « Arrêtons-nous, dit-il, car cet asile est sûr. Restons-y. Nous avons du monde atteint les bornes. » Et, comme il s'asseyait, il vit dans les cieux mornes l'œil, à la même place au fond de l'horizon. Alors il tressaillit en proie au noir frisson. « Cachez-moi » cria-t-il, et le doigt sur la bouche, tous ses fils regardaient trembler l'aïeul farouche. Caïn dit à Jabel, père de ceux qui vont sous des tentes de poils dans le désert profond, étends de ce côté-là la toile de ta tente. Et l'on développa une muraille flottante, et quand on l'eut fixée avec des poids de plomb, vous ne voyez plus rien, dit Tsila, l'enfant blond, la fille de ses fils, douce comme l'aurore, et Caïn répondit, je vois cet œil encore. Jubal, père de ceux qui passent dans les bourgs soufflant dans des clairons et frappant des tambours, cria « Je saurais bien construire une barrière ». Il fit un mur de bronze et mit Caïn derrière. Et Caïn dit « Cet œil me regarde toujours ». Enoch dit « Il faut faire une enceinte de tours si terrible que rien ne puisse approcher d'elle. Bâtissons une ville avec sa citadelle, bâtissons une ville et nous la fermerons. » Alors, Tubal-Caïn, père des forgerons, construisit une ville énorme et surhumaine. Pendant qu'il travaillait, ses frères dans la plaine chassaient les fils d'Énos et les enfants de Seth. Et l'on crevait les yeux à quiconque passait. Et le soir, on lançait des flèches aux étoiles. Le granit remplaça la tente au mur de toile. On lia chaque bloc avec des nœuds de fer et En fait, c'est juste 3 petits cochons. la ville semblait une ville d'enfer. L'ombre des tours faisait la nuit dans les campagnes. Ils donnèrent au mur l'épaisseur des montagnes. Sur la porte, on grava « Défense à Dieu d'entrée ». Quand ils eurent fini de clore et de murer, on mit l'aïeul au centre, en une tour de pierre. Et lui restait lugubre et hagard. « Oh mon père, l'œil a-t-il disparu ?» dit en tremblant Tsilla. Et Caïn répondit « Non, il est toujours là. » Alors il dit « Je veux habiter sous la terre, comme dans son sépulcre un homme solitaire. Rien ne me verra plus, je ne verrai plus rien. » On fit donc une fosse, et Caïn dit « C'est bien. » Puis il descendit seul sous cette voûte sombre. Quand il se fut assis sur sa chaise dans l'ombre, et qu'on eut sur son front fermé le souterrain, l'œil était dans la tombe, et regardait Caïn. Ah, à l'aide. Chier les spoils. Ah ouais, il faut des frissons un peu. Bon, j'ai pas tout compris à la vidéo, mais le poème était bien. Concrètement, je pense que c'était une façon très très compliquée d'expliquer comment les traumatismes et en fait plutôt enfin, dur à articuler, attendez. Comment, du coup, un système répressif nous, par la voie du traumatisme, devient intérieur à nous afin de reproduire cette répression de nous à nous-mêmes. Et que c'est des traumatismes qui ont un intérêt dans un sens plus largement social, parce que ça a le sens de la structure dans laquelle on se trouve en fait. Parce que c'est des traumatismes qui ont un intérêt, notamment un intérêt pour les puissants et pour l'organisation sociale. Et surtout, ils restent, tout à fait. Le poème était de Victor Hugo.
Répressif, non, juste autoritaire, même hiérarchisé. Mais pour moi, tu peux pas faire un système autoritaire et hiérarchisé si c'est pas répressif, en fait, hein. Et il y a des systèmes non autoritaires et non hiérarchisés qui sont quand même répressifs et qui sont quand même traumatisants. Donc non, pour moi, c'est vraiment répressif le problème. C'est un système de contrôle comme l'autocensure chez les journalistes, par exemple. Ouais, un peu. Pour chacun de nous, il y a un flic le très bonne conclusion. En vrai, très, très bien dit. Très bien dit. Tu l'as mis entre quotes. C'est une citation de quelqu'un, genre? J'aime bien cette conclusion parce que ça rejoint le premier react qu'on a fait sur Satsoline. Slogan de mai 68, très bien. Ils ont pas fait que des trucs basés sur mai 68, mais ça c'est bien. Conclusion ACAB, c'est ma conclusion de tout ce que je fais, ça. Bon, c'était super intéressant, mais alors il va falloir que je discute avec Za sur le côté pas clair de ces 2-3 dernières vidéos quand même. Parce que là, j'avoue que je me suis concentré très fort, mais je galère, hein. Là, j'avoue, je galère. Faudra peut-être qu'on en discute un petit peu par rapport à ça, parce que c'est vrai que là, pour le coup, je suis un peu en mode genre l'amygdale, l'hippocampe, beaucoup de mots compliqués. Je pense que c'est clair, mais beaucoup trop complexe. Bah, du coup, c'est pas clair, entre autres. Mais du coup, ton amour pour les couteaux fait beaucoup plus de sens. On va crever l'œil du jugement. Non, ouais, c'est bien ça aussi, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Faut s'accrocher. Ouais, ouais. Et en plus, je sais qu'elle est capable de faire du contenu beaucoup plus vulgarisé et tout. Donc, genre, peut-être essayer de revenir un peu à ça quand même. Oh, parce que là, j'avoue que celle-ci, elle m'a quand même mis une. C'était dur. J'ai pas tout compris, putain. J'ai eu l'impression d'être quand on lisait les articles là sur Train du Tao, c'était difficile. Non, écoutez, je pense que quand même j'ai fait mon maximum pour essayer d'expliquer ce que moi j'en ai compris. J'espère que c'était assez clair quand même ce qu'on a réussi à tirer de cette vidéo parce que je pense que c'est fondamentalement super intéressant quand même. Ce qu'il nous raconte là, c'est juste que je galère à comprendre. Mais je pense qu'on va revenir un peu là-dessus progressivement. Peut-être que ça aurait été plus clair si on avait regardé d'autres vidéos avant aussi. Parce que moi, j'ai pas tout regardé ce qu'elle a fait sur la plateforme. Donc peut-être qu'il me manque aussi quelques notions avant de pouvoir aborder cette vidéo tranquille. Mais au pire, sinon, j'inviterai Za pour en discuter plus en profondeur à l'occasion. Malheureusement, je n'ai plus le temps. Et on va devoir couper cette capsule YouTube et ensuite le stream, les gens. Donc YouTube, n'hésite pas à m'envoyer de la force, pouce bleu, commentaire, la totale et tout. N'hésite pas à en envoyer aussi de la force à Za. J'ai vu qu'à la fin de la vidéo, il y avait Pluto qui était encore remercié. Je pète mon crâne à chaque fois que mes viewers sont les gens qui financent aussi la chaîne de Za. C'est quand même très rigolo. Immense shout-out du coup à Za quand même. Et ouais, j'ai fini, j'ai plus de conclusion. Kiss YouTube.